C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. En cette journée de rugby, demi-finale actuellement du top 14, on vous offre ce maillot, le joli maillot du Stade Français pour la saison prochaine. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous connaissez l'adresse, vous connaissez le mode opératoire. Vous retweetez, vous followez. Tirage au sort à la fin de cette émission aux alentours de minuit. Comprenez-vous mieux la décision d'Adrien Rabiot? Adrien Rabiot s'est fendu d'un courrier que RTL a intercepté et a publié. Nous sommes évidemment procuré ce courrier. Nous aurons un petit débat avec lui. J'ai beaucoup dépit. Voilà. Compte Facebook de l'équipe du soir et cite l'équipe avec une petite méchouille qui va bien. C'est vendredi, vraiment. Voilà. Non, c'est terrible. Mes amis, on va passer à la présentation des invités. Le président Tari est là. Président Tari, bonsoir. Tout va bien? Taquiné, hein? Le loup fait-il preuve de cohésion? On en parlera dans quelques minutes, mon cher Bobby. Référence à votre sortie dans la première partie. Le nourrisson refait surface. Le nourrisson avait pris 5 défaites hier dans les duels. Il était sous assistance respiratoire. Oui. Il vient de remporter un duel dans la première partie. Vous êtes de retour, c'est ça? Plus que jamais, je suis comme Thibaut Pinot sur une pente ascendante. Moi, ça va pas du tout, ma coupe. Le professeur est demandé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Mémé. Ça va? En pleine forme. Je vais pas me cacher, je fais... Voilà. Je vous parle, je vous accueille, je suis content de me recoiffer. Par un exemple, vous avez fait la sieste? Non, pas du tout, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il a le visage sombre, il est là. Grégory Schneider, bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Grégory, maintenant vous ne faites que la deuxième partie, donc c'est donc ça. Mes obligations contractuelles m'ont empêché de faire la première à mon grand dame. Ok, très bien. Face à vous, les caresseurs de Sarasota qui n'a pas de problème d'épi. Bonsoir. Donnez-moi, on a le deuil coiffeur. Bah ouais. Bah, je vous envie là, hein, franchement. Hein. Ah bah vous pouvez, ça je peux vous dire, c'est pratique le matin dans la glace. Hein. Demain, c'est le grand match. Demain, c'est la finale. Du côté de Kiev, Real-Liverpool. Ça promet d'être explosif entre le Real qui est une machine à punir les erreurs de ses adversaires et Liverpool qui ne connaît qu'une direction, la marche avant. Un chaos est-il fortement envisageable? À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, 2 contre 1. Oui. Pour Dave Apadou, non pour Grégory Schneider et Bertrand Latour. Grégory, l'association des deux. Déjà, vous doutez de votre compère? Moi, je doute beaucoup de moi. Je ne sais pas ce que le petit bonhomme sous-entend, mais j'aimerais qu'il éclaircisse. Je veux dire que sur les duels, je ne crois pas qu'on soit une garantie absolue. Mais si, moi aussi, mon bah, petit. Rien que pour ça, je suis content de le faire, ces duels, tu vois. Vous inventez déjà un concept, le bourre-pif avant l'union. Ok, qui commence donc? C'est vous, Greg? C'est Bertrand, c'est le jeune qui commence. Le jeune va commencer, le jeune le rappelle, 45 secondes, mais attention à utiliser avec votre partenaire. On y va. Non, je ne crois pas au chaos parce que le Real Madrid n'a pas une marge dingue sur ses adversaires. On le voit sur les dernières rencontres, que ce soit face au Bayern, face à la Juve, ça a été des qualifications poussives et Liverpool est une équipe qui peut leur poser des problèmes avec cette capacité à faire du pressing et éventuellement enchaîner les buts sur un délai restreint. On l'a vu contre Manchester City, ensuite de bien défendre. Donc je ne crois pas à une finale où il y aura 4 ou 5-0. Dave Apadou, pourquoi le chaos est envisageable? Parce que Liverpool est une équipe qui a un pouvoir offensif incroyable, mais qui a aussi aucun niveau plancher, c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut encaisser 2-3 buts en moins de 10 minutes, donc il peut exploser à tout moment, à partir du moment où elle est ballottée. C'est aussi une équipe qui peut mettre des raclés en 20 minutes à une équipe, par exemple à Manchester City. Donc dans un sens ou dans l'autre, ça peut exploser et le parcours du Real le confirme aussi. Greg Schneider. Bon, alors, je vois pas le Real prendre une soupe, ça c'est clair, mais Liverpool a quand même un secret, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à chaque tour à faire une grosse performance, le 5-0 à Porto, le 3-0 contre City, en étant à 1000 tours. Et quand ils arrivent à mettre ce rythme-là, ils sont de la même valeur, ils sont supérieurs à l'équipe en face, indépendamment des joueurs qu'il y a dans l'équipe ou de la valeur qu'on leur prête. Je pense que c'est une équipe très dangereuse. Vous êtes dans quel camp? J'ai pas tout à fait compris cette dernière intervention. Dave Apadou, vous avez donc un boulevard. C'est pas grave, on va faire comme s'il n'avait pas parlé. Donc oui, c'est une équipe qui éventuellement peut emballer le match. Donc on est bien d'accord, c'est une équipe qui peut mettre une sauce pendant 20 minutes, qui peut mettre son adversaire dans le courbouillon. C'est le cas du Real aussi. On l'avait vu contre la Juve, tu citais la Juve, il leur avait collé 3-0 à l'aller. Donc c'est une équipe qui peut aussi essorer jusqu'à la meilleure défense. Donc dans un cas comme dans l'autre, ce sont deux équipes qui peuvent mettre KO l'autre. Donc je vois pas en fait très bien votre propos. Merci Greg de m'avoir rejoint. J'adore. Ok, très bien. Dave Apadou était... Qu'est-ce que vous faites là? Pardon. Déjà, de quel droit déjà vous tournez? Oh là 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 là, mais attendez. Les propos de Grégory. Oh là là. Non mais sincèrement,
C'est-à-dire que le président n'a pas donné son avis, que déjà vous l'influencez. Vous lui dites, en gros, ce qu'ils ont dit c'est nul, votez pour Deb. Vous influencez le public qui déjà nous aime pas beaucoup. Et vous folklorisez. Et puis moi je vais prendre un rouge, bon je le sais. Bon, Non, pas du tout. Non, Vous voyez, vous venez d'assister simplement à une noyade en direct. Je vous présente ce jeune qui ne sait pas nager, qui est en direct à la télévision française, qui s'appelle Bertrand Latour. Bertrand était avec, si on peut dire comme ça, a priori, Grégory Schneider, est-ce qu'ils vous ont convaincu? Et il y avait une autre thèse, un chaos est-il fortement envisageable, c'est la thèse soutenue par Dave Apadou, conducteur de l'équipe du soir. Président Tari, la question, c'est pas au niveau de la cohésion d'équipe encore, on va y arriver, mais tranchez ce 2 contre 1 s'il vous plaît, Président. Ah oui, tranche. Dave Apadou a gagné. Pourquoi? Oui, pour Greg, je te file un point dans l'histoire. Bob, pourquoi? Je vais pas me justifier. Très bien. Le président est muet ce soir. Attendez, on va aller voir l'un des fans de Liverpool. Alors, je sais pas si votre... Vous avez remarqué que ce soir, j'ai un peu mis la tenue à l'extérieur de Real Madrid. Je suis couvert. Ouais. Mais est-ce qu'un chaos, mais des deux côtés d'ailleurs, est fortement envisageable? Oui. Ouais. Des deux côtés. Des deux côtés? Des deux côtés, parce que Liverpool peut aussi bien prendre un bouillon pendant un quart d'heure que le faire boire, ce bouillon-là, pendant un quart d'heure. C'est le roi des buts en série. Ils l'ont fait à peu près à tous les tours, à peu près contre tout le monde. Ils l'avaient fait aussi contre Manchester City en championnat lors du fameux 4-3. Je crois que cette équipe-là, elle est capable de tout et dans les deux sens. Donc, on peut tout envisager. Ce match-là, je pense vraiment, il y avait, je crois que c'est Jamie Carragher qui disait dans un journal anglais hier, ça peut faire 6-5. Et ça peut faire 6-5. Alors de quel côté, on ne sait pas, mais ça peut faire, et si j'allais encore plus loin, je dirais ça peut faire 6-0, puis 6-5. Parce que c'est des équipes très très compliquées à pronostiquer. Moi je me hasarderais surtout pas. Excusez-nous, parce qu'on a le souvenir d'une très très grande finale, d'une finale vraiment de légende. C'est en 2005, c'est déjà avec Liverpool à la mi-temps, il y a 3-0 pour Milan, et après il y a 3-3, et puis Liverpool gagne 7. Est-ce qu'on peut être là-dedans? Oui, peut être sur complètement. On peut, hein. Complètement. Et je dirais même que, alors c'était pas en Ligue des Champions, mais c'était en Cup l'année suivante, en 2006. Liverpool, pareil, contre West Ham, avait été mené 2-0. Ça avait fait 3-3, ça avait été au péno. Et c'est une équipe qui a de tous les temps a été capable de ça, mais capable de se tirer une balle dans le pied. Vous savez, il y a Bill Shankly qui était l'un des managers, des grands managers de Liverpool, mythique de Liverpool, avait parmi toutes les grandes phrases qu'il a citées, il y en avait une que je trouvais admirable, et où il disait Liverpool, l'équipe c'est comme un piano, il y a 8 hommes pour la porter et 3 pour en jouer. C'est le rugby, ça, c'est les managers de piano. Non, 8 et 3, ça fait 11. Oui. Voilà. Juste pour vous dire que c'est l'arrogance. Et juste que ces trois-là, oui, je sais que je vais prendre mon carton après. Non, pas du tout. Mais ces trois joueurs-là, ils existent. C'est-à-dire, les 8, je peux vous les citer, et les 3 qui jouent au piano, c'est les 3 de devant. Et ces 3-là sont fabuleux. Pas de Lovren, joueur de piano? Non, pas de Greg Schneider, j'ai mal compris, non, franchement, sans moquer de vous, j'ai mal compris votre intervention. Mais normalement, vous devriez être avec Dave, non? Non, parce que je vois ça plus équilibré, puisque le Real ne sera pas mis KO, et je vois pas Liverpool être mis KO non plus. C'est ce que j'ai expliqué de manière extrêmement claire. Bien sûr. Après, on peut essayer de raconter. J'ai peur qu'on soit un peu trop intelligent pour eux, en vérité. Mais heureusement, les téléspectateurs, on a confiance en eux. Le téléspectateur. Bien sûr. Excusez-moi, quand je vous ai écouté, lorsque vous parlez de la fulgurance des attaques de Liverpool, moi je me représentais un scénario comme, un scénario où ils peuvent marquer. Non, puisque j'avais commencé par dire que le Real peut pas prendre une soupe, il y a trop de maîtrise, il y a trop d'expérience, il y a trop de... C'est de l'or à tous les postes. On disait ça de Manchester City. C'est tout à fait vrai, mais Manchester City n'a pas le début du commencement du palmarès du Real. Il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Casemiro, il n'y a pas Kroos, il n'y a pas Modric, il n'y a pas... Voilà, en fait, c'est des équipes qui ont trop gagné. C'est-à-dire, indépendamment de la campagne, le Real, ça fait quand même 3 Ligues des Champions sur 4. Mais demain, on peut être à 4 bouillon à la maison contre Turin. Oui, mais ils ont aussi la marche de l'aller. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est pas, c'est pas la grande Juve des années 90. Non, mais t'arrives, tu peux pas leur coller un but.
par rapport à ça, T'as vu le Bayern, dans quelle proportion ils les ont Oui, dominés? mais par rapport à ça, déjà Turin a peut-être fait le match de l'année à Madrid. Le Bayern est une très grande équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours quand même été à touche-touche par rapport à ces équipes-là qui sont très fortes. Moi, je vois pas le Real se faire décrocher ou ça me semble pas possible. Mais par contre, sur le spectacle, moi je suis persuadé qu'on peut assister à une rencontre spectaculaire ou 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, ce que vous voulez. Mais effectivement, un cavalier seul, ça me paraît inenvisageable. Sur une mi-temps, il peut y avoir 2 cavaliers seuls sur les 2 mi-temps. Il y a un chaos. Et Liverpool, c'est le parcours de toute son année. On se souvient par exemple de ce match complètement dingue à Saï. Ils se promènent 3-0 et puis d'un seul coup, je crois en moins d'un quart d'heure, ils ont fait 3. Ouais. Voilà, 3-3. À Rome, moins 1, ils se font rattraper. On va en prolongation. Et contre City, ils avaient maîtrisé. Les petits, le président Tari n'a pas voulu trancher. Enfin, a tranché. Non, mais forcément. Entrez dans le débat, Bob. C'était net. Moi, je pense surtout que c'est la gestion de cet événement-là qui risque de faire la différence. La dernière fois que Liverpool a fait une finale de Ligue des Champions, c'est il y a très longtemps. Le Real de Madrid reste sur 2 victoires consécutives, avec des joueurs qui savent jouer ce genre de match, à coup près, avec une expérience, avec un entraîneur qui a l'habitude aussi de jouer ce genre de match important. Après, la défense de Liverpool, c'est pas la sécurité sociale non plus. Je veux dire, en face, il va y avoir du monde, il va y avoir un rouleau compresseur qui va se mettre en place. Et alors qu'à Liverpool, ils ont un trio. Contre City. Non, mais voilà, ils ont un trio. Mais après, c'est une finale de Ligue des Champions avec un enjeu énorme. Moi, je vois plus une victoire du Real de Madrid, pas par KO, mais. Juste, je vous coupe parce que Jürgen Klopp enchaîne un peu sur ce que vient de dire Bob Tari en conférence de presse. Vous passez donc avant Jürgen Klopp, évidemment. Non, Jürgen Klopp en conférence de presse et après Grégory Schneider. Klopp, mais c'est justesse. Klopp, Schneider. L'expérience, c'est très important et je suis persuadé que durant les quelques secondes qui précéderont le match, le Real Madrid sera bien plus confiant que nous. Mais ce n'est pas un problème car le match ne fera que commencer. Voilà, sur le début de match, sur la gestion émotionnelle, c'est ce que disait... Par rapport à parce qu'on a quand même vu Liverpool, on a vu à peu près tous les matchs cette année. Moi, j'insiste là-dessus, j'ai l'impression que la clé, c'est le rythme. S'ils arrivent à mettre énormément de rythme, honnêtement, ils peuvent balayer n'importe qui. S'ils ne mettent pas ce rythme, et ça c'est le match à Rome, là on voit que certains joueurs sont des joueurs moyens, là on voit qu'ils peuvent mettre mis en difficulté, mais s'ils jouent à 1000 tours et qu'ils entraînent le match dans cette zone-là, très franchement, il peut tout arriver. Juste une remarque, Greg, quand même, c'est que Liverpool finit la saison quand même, on a vu assez fatigué. On a vu que dans des matchs, à partir de l'heure de jeu, ils fléchissent, et ils fléchissent dans des grandes proportions. Tu as vu ça, à la fin de match à Rome, des choses comme ça. Et on a quand même l'impression que le Real Madrid, qui est un peu au vert quand même maintenant depuis plusieurs semaines, et qui est un peu à l'herbage, la préparation elle est aux petits oignons. J'écoutais encore Fred Hermel expliquer que, selon ses sources, le Real arrive peut-être dans la meilleure forme possible en finale de Ligue des Champions, et ils en ont joué quelques-unes. Entre ce Liverpool avec un effectif restreint et qui a un peu tiré sur la corde et un Real double champion d'Europe qui arrive au maximum de sa force, franchement je rejoins pas. Aujourd'hui, je suis d'accord avec tout ce que Thierry, on conclura et on continuera parce qu'on a une deuxième question. Mais justement, je me dis qu'ils n'ont jamais été aussi en forme. Et rappelle-toi les finales qu'ils ont jouées précédemment, on avait un doute. La première finale contre l'Atlético, il y avait des blessés. La deuxième finale contre l'Atlético, ça n'a pas été tout seul. On est allé au péno. Là même contre la Juve l'année dernière, il y avait des doutes. Là, on a l'impression qu'il y a presque une évidence que le Real est vraiment favori. Et je pense que s'il y a une équipe qui pouvait faire tomber Manchester City, c'était Liverpool. De même, je pense qu'il y a une équipe qui peut faire tomber le Real, c'est Liverpool. Ok. Bob, vous voulez juste la main pour une rapide conclusion avant de passer? Je disais juste que le favori de cette finale, c'était Madrid et que Liverpool, en fait, n'avait rien à perdre, quoi. Ok. Tout simplement. Mes amis, qui n'a rien à perdre? David Apadou ou le duo Latour Schneider? Latour Schneider, 57%. Non mais en fait ils ont voté pour Grégory Schneider en pensant voter pour moi vu qu'il était sur ma position. C'est fou ça. Peut-être, je sais pas. Non, en tout cas non. Je pense que Bertrand et Greg, c'est l'argumentaire extrêmement solide de Bertrand. Là on est sur un 2 sur 2 pour le coup. Eh ouais, très bien. Merci d'insister. On va passer au plan secret de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp croit connaître le talon d'Achille du Real Madrid. Son nom, vous le connaissez, c'est bien sûr Marcelo. Écoutez-le en conférence de presse. Jürgen Klopp. C'est de lui. Si beaucoup de gens pensent que Zidane n'a pas beaucoup de connaissances en termes de tactique, eh bien beaucoup de gens pensent la même chose de moi. Eh bien, si deux coachs qui n'ont aucune notion tactique atteignent une finale de Ligue des Champions, je me demande bien ce que ça veut dire sur le football.
Il est formidable. Oui, c'était une petite blague, mais c'était pas du tout dans notre conversation. Parce que là, au niveau des... Là, ça n'a rien à voir au niveau de... mais en fait, il y a deux magnétoscopes. Il y a le A et le B. Voilà. Et la personne a glissé sur le B. Oui, mais en même temps, c'est intéressant. C'est intéressant quand même. C'est plus intéressant que Marcelo. C'est vrai? On va revoir Jürgen Klopp en conférence de presse, on y va. Ils ont remporté la Ligue des Champions ces 2 dernières années. Ok, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, cela semble évident. Marcelo, quel super attaquant, mais il ne sait pas défendre. Oui, mais le Real est encore en finale cette année. Ils ont de l'expérience, de la tête aux pieds. Il n'y a pas vraiment de faiblesse avec laquelle vous pouvez espérer. Non, le football n'est pas aussi simple. Où vous pouvez dire Marcelo est aux avant-postes et Salah reste là et joue face à Ramos. Ce n'est pas comme ça que le football fonctionne. Ok, il l'avait dit dans le Mirror, tout le monde l'a vu, ça paraît logique, Marcelo est un grand joueur offensif, mais il ne défend pas. En clair, le latéral brésilien, lors de ses montées dans le couloir gauche, peut laisser des espaces importants qui pourraient profiter donc à Salah, Sadio Mané ou encore Firmino. Marcelo, point faible de... Il exagère. Avant, l'interview a été faite à Marbella où Liverpool était en préparation et non à Kiev. Okay, parce que le décor, c'est pas Kiev. Non, là, on a bien vu, j'ai lancé la conférence de presse. Par rapport à la question posée, les 3 buts du Bayern Munich sont venus du côté de Marcelo. Donc ça, ils le savent, on le sait, on l'a vu. Après, comme il dit, c'est sans doute plus compliqué parce que tu peux commencer, tu peux oublier, mais les 3 buts du Bayern sont venus côté gauche. Mais moi, je veux bien, mais ça me paraît surprenant qu'un entraîneur dise ça au sujet de celui qui est quand même le meilleur joueur au monde à son poste. De mon point de vue, Marcelo est le meilleur à gauche. Alors après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que vous dites dire Klopp? Mais je trouve qu'il nuance quand même. C'est-à-dire qu'il dit... Une fois qu'il a dit, Marcelo effectivement passe beaucoup plus de temps à attaquer qu'à défendre, ce qui est un fait, je veux dire, on va pas contester ça. Il attaque mieux qu'il défend, on est d'accord. Mais bien sûr, faire un point faible. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, mais par contre, c'est pas aussi simple que ça que de dire, Marcelo monte et comme Salah est dans son dos, du coup ça va profiter et Salah va se retrouver en bugne-à-bugne direct avec Ramos. C'est exactement ça qu'il dit. Il dit, le foot peut pas se calculer parce qu'il monte et que j'attaque dans son dos, hop, j'ai réglé la question. Excusez-moi. Voilà, il dit, tu peux pas le programmer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire des points peut-être sur lesquels appuyer des points faibles, relativement ou jouables, des axes jouables. Le déséquilibre, il est jouable là. Tout le monde sait que Marcelo, c'est la réincarnation de Roberto Carlos. C'est-à-dire que c'est un joueur porté vers l'avant, comme très souvent les latéraux brésiliens. Daniel Alves de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc si vous pensez une seconde que la faiblesse du Real, c'est Marcelo, mais pour moi, c'est même pas concevable d'une seconde, parce que Marcelo, il fait un truc que peu de latéraux font, c'est qu'il vous oblige à défendre. Bien sûr. Oui. Il vous oblige à défendre. Donc s'il a le talon d'Achille, je suis désolé, c'est pas. Alors oui, effectivement, c'est pas le plus grand défenseur du monde. Oui, c'est pas le mec qui va venir vous tacler dans les pieds, et encore pas toujours. Mais il vous oblige tellement à défendre. C'est-à-dire que Mohamed Salah, qui va être de son côté, il va être obligé de devoir travailler. Il va devoir travailler. Et tout ce qu'il va laisser comme gomme Mohamed Salah en venant défendre sur Marcelo, bien sûr. et tout ce que Trent Alexander-Arnold de l'autre côté ne va pas pouvoir faire parce qu'il y a Marcelo, tout ça, ça compte aussi. C'est pour ça que ces joueurs-là ont besoin d'être dans des équipes dominantes. C'est vrai que exactement. Marcelo, dans une équipe où il y aurait assez peu de possession, par exemple, si vous ici à l'Atlético de Madrid, ses qualités s'exploiteraient absolument pas de la même manière. Et on voit avec Daniel Alves. Daniel Alves, sur tout son passage au FC Barcelone, il a quand même rarement été mis en difficulté, alors qu'effectivement, il avait ses lacunes défensives. Mais si vous défendez, vous avez très peu matière à défendre, oui, sauf qu'au PSG, quand tu dois plus défendre un gros match, ça a parfois été plus dur, sans parler de l'âge. Au vu des caractéristiques footballistiques de Marcelo, et au vu de l'état de forme du moment de Mohamed Salah, moi je pense qu'on va assister à une finale très très intéressante de ce côté-là. Parce que ça va être une des clés du match, je pense. Je pense que les directives de Zidane sur cette première mi-temps, qui est aussi le côté de Cristiano Ronaldo, je le rappelle, s'il joue à 3 devant... ça va être une des clés, voire la clé de cette rencontre. Depuis la Juventus de Turin, c'est Mélisande qui l'avait écrit dans l'équipe, ils ont quand même compris que le Real est une équipe qu'il fallait attaquer sur les côtés. Que c'est quand même là que ça se passait, et la Juve avait retourné la situation comme ça. Et le Bayern, on se souvient de la partie de Mandzukic. Et le Bayern a fait quand même très mal sur les côtés. Après, comme dit Klopp, ça c'est un dessin animé de dire machin est faible, machin est fort, donc parce qu'il y a les 8 autres, est-ce que tu mets Kovacevic qui va lui mieux défendre, est-ce que tu mets...
Le foot, c'est des interactions. C'est Kovacic. Kovacic, oui, voilà, le croate. Attention, on est sous surveillance ce soir, il y a une petite erreur de prononciation. On est repris. Platini blanchi par la justice suisse, indiscrétion, Le Monde, suspendu 4 ans par la FIFA, l'ex-président de l'UEFA a été innocenté, pardonnez-moi, par le parquet suisse dans l'affaire du fameux versement de 2 millions de francs suisses, environ 1,8 million d'euros. Annonce faite ou indiscrétion glissée par l'avocat de Michel Platini, qui nous fait la confidence avec la petite conversation qu'il a eue avec le procureur suisse. Nous vous confirmons que la présente procédure n'est pas menée à l'encontre de votre mandant, Michel Platini. Nous pouvons également vous confirmer que votre mandant, Michel Platini, ne sera pas incriminé dans le cadre de la précédente procédure. Michel Platini blanchi, est-ce la preuve qu'il a été victime d'un complot? Ça ressemble à ça. Oui, dans une certaine mesure. Ça ressemble à ça. Il y a de ça, oui. Ouais. Oui, enfin... Platini, à mon avis, a eu deux torts. C'est celui d'être trop transparent. Il s'est jamais vraiment caché pour qui il avait voté et de ce qu'il voulait faire. Pour qui il voulait voter, les États-Unis, pour qui finalement il a voté le Qatar. Voilà, et également de ses ambitions à devenir président de la FIFA. Voilà, on lui a fait payer quelque chose. On a profité. Il y a toujours dans ces milieux-là, il y a toujours un endroit, il y a toujours un talon d'Achille, il y a toujours un endroit où on peut appuyer qui fait un peu mal. Voilà, en plus, quand vous connaissez Sepp Blatter, voilà, qui lui-même d'ailleurs a toujours, en étant le côté machiavélique de Blatter, c'était je punis Platini, mais en même temps, il a jamais vraiment désigné Platini à la vindicte populaire en le désignant comme coupable potentiel. Mais pardon, mais la suite de l'affaire a vu qu'également Sepp Blatter avait plongé, avait été également... C'est ça le problème. Si on dit il y a complot, il faut à un moment donné qu'on identifie le mec qui est derrière. Or, Blatter, le problème c'est que son sort était lié, puisque il y en a un qui donne l'argent, l'autre qui le reçoit. Ils étaient tous les deux à FIFA, donc statutairement les deux étaient mouillés. En gros, Blatter aurait accepté de tomber avec lui. Moi, c'est ça qui me gêne un peu. Pour Blatter, sa carrière était derrière lui. Non, mais voilà, il avait 80 balais. Pour Blatter, c'était fini, ça faisait l'occasion. Et peut-être, mais on a un avis différent, mais peut-être éventuellement de tomber aussi. Sauf que Platini est en pleine ascension et tu l'empêches d'accéder au pouvoir. Là où Blatter l'a occupé pendant très longtemps, et même voilà, pour des questions de forme physique, etc. C'était la fin. C'était la fin. Greg Schneider, je vous relance. Lorsqu'on commençait à dire finalement que Michel Platini avait été victime d'un complot, je voyais peut-être être, on va dire, un peu plus nuancé. Qu'est-ce qui vous fait dire comme dit Thierry, il est clair que là, si vous voulez, alors la procédure en fait de la FIFA était adossée à la procédure de la justice suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Platini est totalement blanchi. Donc quand on se remet le film, tout ce qu'il a souffert, le préjudice pour sa carrière, les interdictions d'assister à l'Euro, enfin, donc ça a l'air d'être effectivement une construction terrible. Excusez-moi, dans cette affaire de Michel Platini, là, aujourd'hui, c'est la justice, finalement, qui tranche et qui... mais depuis le début, c'est la justice. Depuis le début, c'est la justice. Oui, mais il y a eu la justice sportive. Non, la justice sportive était adossée à la procédure de la justice suisse civile. Ça veut dire que le jugement sportif ne tient plus, alors ? Non, il ne tient plus, puisque c'était adossé. Ils se sont saisis de ça à la FIFA parce qu'il y avait une procédure de justice. Là, il n'y a plus rien. Je veux dire, il est blanc comme neige. Donc finalement, il a été éliminé sur le coup d'une procédure, d'une instruction. Mais c'est ça, voit le jour aujourd'hui. Voilà, moi c'est ça qui me gêne un peu. Ce qu'on dit complot, ça veut dire que la justice suisse a été instrumentalisée quelque part. Non, c'est la justice sportive. Non, mais il y a bien quelqu'un qui a divulgué cette histoire de versement de ce paiement déloyal. C'est pas tombé de nulle part, c'est pas tombé d'un arbre. Donc il fallait faire tomber Michel Platini. Michel Platini gênait parce que ses ambitions gênaient. Voilà, et on l'a trucidé, et puis aujourd'hui on dit ah bah oui mais finalement non, sauf que maintenant c'est trop tard. Mais c'est ça, il fallait surtout lui faire rater le train en fait. C'est trop tard. Parce que le principe même de la FIFA, c'est que celui qui est à bord, il lâche plus jamais. Il lâche plus jamais le manche. Celui qui est à bord, parce que le système est fait de telle façon que celui qui est à bord derrière. Je te rappelle que c'était le bras droit de Michel Platini à l'UEFA, comme par hasard. Et que là non plus, il n'y a pas de hasard. Je rappelle que Infantino et Blatter sont tous les deux originaires de la même région du Valais. Ils sont tous les deux suisses.
Et que, entre Valaisans, je pense qu'il y a dû y avoir une petite collusion d'intérêt. Il n'y a pas eu un mot d'Infantino. Franchement, quand vous entendez Blatter parler d'Infantino, on ne peut quand même pas dire qu'il le porte dans son cœur. Moi, je pense que c'est quand même un peu compliqué de dire ça. Ce soir, Michel Platini donc, revient dans l'actualité. L'information divulguée par Le Monde, Platini blanchi par la justice suisse. Il y a une semaine, Michel Platini était également présent dans la rivière. Il était l'invité de Jacques Vendroux, son ami du service des sports de Radio France. Écoutez-le nous parler d'un souvenir de la Coupe du Monde 1998 où Michel Platini était le patron de l'organisation, le coprésident de l'organisation. On l'écoute. Quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Écoutez, on est à la maison, on va mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Voilà, il y a une semaine, on était en train de se dire que... Comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est ça qu'il a perdu, Platini. C'est d'aller jusqu'à dire, Thierry, allez, on tripatouille, Thierry, excusez-moi Thierry, en une semaine, il est passé d'inconséquent, quelqu'un qui mesure pas forcément la portée des mots et les conséquences que ça sur son image. Aujourd'hui, il n'a plus rien à faire. Aujourd'hui, une semaine plus tard, il est transparent. Mais oui, voyez, mais là, il en a plus rien à faire. S'il dit ça à Vendroux, pourquoi? Est-ce que vous pensez vraiment que s'il avait été président de l'UEFA, il aurait servi des propos comme ça? Bien sûr que non, encore moins de la président de la FIFA. Il en a plus rien à faire. Aujourd'hui, il se lâche, Platini. Voilà, il se lâche. La semaine dernière, attendez, il a rien dit. Parce que moi, je me souviens du tableau avec groupe A France, groupe C en tête de série Brésil, il a rien dit. C'était tout à fait transparent dès le truc. Donc là, il a rien dit. Mais effectivement, ce que dit Thierry, par contre, il y a aussi l'interview à Marianne, c'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi, on sent qu'il laisse un peu flotter les rues, il sent que ça sent bon, quoi. Voilà, il sent que le truc, la justice suisse va tomber. Mais maintenant, il y a quand même la notion de préjudice, comme a dit Dave, et on lui a fait rater le train. Et de manière totalement injuste. Excusez-moi, justement, c'est sur l'avenir désormais de Michel Platini. Mais il peut revenir en majesté. Il peut revenir en majesté. Il va falloir qu'il déboulonne. Et c'est quoi la Infantino, bien sûr. Et là, c'est pas gagné, parce que l'autre, une fois qu'il est dans la place, crois-moi, il va pas la céder comme ça. Le système. Mais bien sûr, c'est comme ça que c'est fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un président à la FIFA, il dure une éternité. Bon, voilà. Le feuilleton Michel Platini touche à sa fin. Nous allons vous reparler maintenant d'un feuilleton, et on est en plein dans le feuilleton, c'est la lettre de Rabiot. RTL en avant-première s'est procuré la lettre d'Adrien Rabiot, adressée à tout le monde. Je me doutais du retentissement qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé comme un jeune joueur immature incapable de mesurer la portée de ses actes. Footballeur, c'est mon métier, mais le football, c'est d'abord ma passion. Pour me hisser au plus haut niveau, j'ai travaillé encore et encore. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné sur le terrain. Et puis j'ai un rêve, comme tous les footballeurs, c'est jouer pour mon pays. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France est une mission. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai défendu les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes, jusqu'à attendre l'équipe A. J'ai la culture France. Aussi, je n'autorise personne à parler en mon nom de ma relation avec l'équipe de France. Depuis ma première convocation en A en tant que réserviste en mai 2016, j'ai joué avec mon club. Le PSG est un grand club, 88 matchs, dont 13 en Ligue des Champions, marqué 9 buts. J'ai été récompensé par 7 trophées. Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair. Ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. Je suis un compétiteur sans état d'âme, mais je suis aussi un homme, et à ce titre, j'aurais aimé être considéré comme tel. Ma démarche ne vise en rien les joueurs sélectionnés, et je remercie Monsieur Le Gret, le président de la Fédération, d'avoir souligné l'exemplarité de mon comportement en sélection ces 8 dernières années. Enfin, et c'est là peut-être on va peut-être parler, j'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. Est-ce peut-être, je ne sais pas, mais une lettre d'adieu au bleu? Non, c'est une lettre d'adieu à Deschamps, ça c'est sûr. Oui, voilà, à Deschamps. Ouais, mais c'est clair, c'est-à-dire que ce que Didier Deschamps a détaillé pendant la conférence de presse où il expliquait, je lui ai envoyé un texto, j'ai même essayé de l'appeler, il m'a pas répondu. Elle est là la réponse. Voilà, elle est là la réponse, et en gros c'est: je ne respecte pas la validité de vos choix. C'est ça. Et donc, c'est ce qui explique le fait que je tourne les talons et que je vous rejoindrai pas dans votre aventure. À partir de là, le divorce, il est consommé entre les deux. Mais une aventure, c'est long. C'est-à-dire de la même façon que à une époque, le divorce était définitif entre Cantona et Henri Michel. Une fois qu'Henri Michel était plus là, Cantona est revenu en réalité. Anelka, quand il a divorcé de Jacques Santini, une fois qu'il y a eu un changement de sélectionneur avec Raymond Domenech,
terminé. De nouveau, c'est une nouvelle histoire. Depuis le début de ces déclarations et de cette lettre, est-ce qu'on a appris également le fait qu'il ait envoyé une lettre à Didier Deschamps lundi dernier, c'était la ligne de l'équipe, un mail d'ailleurs, un courriel pour parler français. On a pas forcément des informations sur Adrien Rabiot, mais il y a des compilations de sa carrière avec un certain prisme par rapport à ce qui vient de se passer. Et on parle d'Adrien Rabiot comme quelqu'un de rupture, enfin qui a des ruptures dans sa carrière, des ruptures parfois avec Laurent Blanc, des ruptures avec des choix. Avec Laurent Blanc, au contraire, il lui est très gré avec Laurent Blanc, parce que au fond, enfin, lui voulait jouer. Et le PSG voulait le garder je rappelle qu'il faut qu'ils aient un quota de joueurs formés au club pour les listes en Champions League. Donc en fait, le jeu du PSG était de le laisser parce qu'en plus il est un peu symbolique dans le paysage en le faisant jouer le moins possible parce que le PSG c'est juste 2 internationaux par poste, c'est infernal. Et Blanc au contraire l'a beaucoup aidé en disant je te donnerai du temps de jeu, reste, voilà. Donc non, en rupture. Là il dit quelque chose de passionnant, c'est j'ai passé 8 années en équipe de France. Et c'est vrai que par exemple son comportement en espoir, il a jamais fait le dégoûter. Comme il avait un salaire. En plus, pour la petite anecdote qui était très différente de certains joueurs espoirs. Et pourquoi il aurait fait le dégoûter en espoir? Non, mais il y est allé, même quand il était titulaire au PSG, il a continué il n'a pas dit moi c'est Léa ou les machins, il payait les restos parce qu'il avait un salaire délirant. Enfin, il a toujours été bon camarade. Attends, Grégory, tu es en train de me dire que parce qu'il a fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France, il a le droit de quoi? D'intégrer la liste des 23? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, là, c'est pas ce que moi j'ai dit. D'accord? Non, mais parce que dans sa lettre, j'ai l'impression que ça transparaît quand même un peu ça. J'ai fait les catégories de jeunes, j'ai toujours été fidèle à l'équipe de France. Je veux dire, un mec comme Tony Parker, par exemple, tu vois, ou des mecs comme Boris Dio, qui, nonobstant la longueur d'une saison de NBA, ont toujours répondu présent. Même depuis les catégories jeunes, ils étaient là, ils ont gagné des titres avec les espoirs, ils ont gagné des titres avec les jeunes en équipe de France. Ils ont ensuite toujours été présents en équipe de France, à part quand il était blessé, je pense notamment à Parker. Et pour autant quoi? C'est pas parce que tu as fait les catégories jeunes en équipe de France que tu peux revendiquer le droit d'être présent dans une liste des 23. Il revendique rien, c'est pas vrai. Non, il rappelle calmement. Pardon. Non, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, il y a le président. J'avais juste une question, vous allez peut-être me répondre. Quand il a envoyé, quand Didier Deschamps lui a téléphoné, qu'il lui a envoyé un SMS, est-ce qu'il a répondu? Non. Donc, il ne faut pas qu'il dise qu'il assume dans sa lettre toutes les conséquences, parce qu'il n'assume pas ses responsabilités, parce que indépendamment que Didier Deschamps soit le sélectionneur, tu respectes le bonhomme. Et s'il t'appelle, tu réponds et tu assumes tes responsabilités au téléphone en disant voilà, moi je vous ai envoyé un mail, je vous le redis. Ça s'appelle de la politesse. Et puis ça s'appelle de la politesse. Et puis surtout, tu valides tes convictions et tu expliques ton choix. Ça c'est la première chose. Et après, ça dépend de la vision que tu as de l'équipe de France. Mamadou Sakho, quand il apprend qu'il est dans la liste des suppléants, lui, il n'a pas le même discours qu'Adrien Rabiot. La situation n'est pas la même non plus. Non, mais pourquoi le mec n'est pas le même. Chacun sa sensibilité. Je comprends ce que tu veux dire, mais ils ont un rapport avec l'équipe de France, force est de constater, qui n'est pas le même. Oui. On est d'accord. Alors qu'ils sont dans la même liste des suppléants. Mais le point de départ n'est pas le même. C'est-à-dire que Sakho, pour lui, c'est presque inespéré d'intégrer la liste des suppléants, alors que Rabiot, lui, il s'imaginait en fait dans la liste des 23. C'est ça le problème, c'est qu'il s'est imaginé dans la liste avant d'y être. Peut-être, mais je dis juste que c'est forcément pas la même dynamique. Il y en a un qui prend ça pour une sanction, l'autre c'est une promotion en fait. Mais c'est la vision, de l'équipe de France. Après, in fine, il en ressort qu'effectivement, il y en a un qui n'ont pas la même façon de voir. Mes amis, c'était aujourd'hui la journée des communiqués. Après la lettre d'Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain également entre en jeu dans ce feuilleton. Le Paris Saint-Germain a pris connaissance des déclarations ce jour d'Adrien Rabiot dans un communiqué. Donc au-delà du débat qui s'est fait, le club tient à souligner le lien particulier qu'il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu'à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel. Très compétitif sous nos couleurs, qu'il a déjà honoré à 207 reprises à seulement 23 ans, Adrien représente l'un des porte-drapeaux les plus brillants du système de formation de notre club. Le PSG ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est attaché. Il est rattaché, pardonnez-moi. Le club rappelle son attachement profond aux équipes nationales et aux valeurs qu'elles incarnent et souhaite le meilleur à ces internationaux français convoqués pour la Coupe du Monde. Feuilleton Rabiot, Paris entre en scène. Est-ce un communiqué habile de la part du Paris Saint-Germain? Non, moi je trouve pas habile. Si. Dave Apadou, on se refait un petit match entre vos adversaires de la première manche, Bertrand Latour et Grégory Schneider. Grégory et Bertrand, vous, non, c'est pas habile. D'accord. Qui commence chez vous?
Tu veux y comment aller Bob, qu'est-ce qu'il y a? Qui commence? J'y vais. Oui, vous y allez. Est-ce qu'on est prêt en J sur le 2 contre 1? On me dit qu'on est prêt. Non, Bertrand. il a promis le point. C'est une blague, c'était pour te réagir. Il vous taquine, c'est pour vous réveiller, vous sentez un peu mou. Bertrand Latour, vous avez la C'était pour te faire réagir. Non, c'est pas habile parce que le communiqué il ne sert pas à grand chose. Soit tu défends complètement Adrien Rabiot, soit tu es du côté de l'équipe nationale. Et le Paris Saint-Germain sait que Adrien Rabiot a commis une erreur. Rabiot a déjà reproché quasiment au club de ne pas avoir été assez soutenu. Donc là, ça arrive au moment pour faire bien. Vous voyez, on est derrière notre joueur. Mais quand même, les Bleus, c'est important, etc. Il a fait une donc en fait, c'est pas très clair. Soit tu fais la première partie du communiqué, soit la deuxième, mais pas dans le même communiqué. David Vapalou. C'est une situation où tu es coincé, c'est une situation où tu es obligé de ménager la chèvre et le chou, tu es obligé de soutenir ton joueur, de lui rappeler son attachement, d'autant plus qu'ils sont en négociation avec lui, qu'effectivement ils avaient été un petit peu silencieux sur la première partie de l'épisode, donc on sait que Paris a toujours un petit peu tardé à communiquer. Mais à côté de ça, je trouve qu'ils vont pas du tout à l'encontre des intérêts de l'équipe nationale, je trouve plutôt qu'ils la respectent, il ne s'en mêle pas, il dit juste, voilà, compte tenu de ce que Adrien Rabiot représente pour nous, on considère qu'avec nous il a toujours été clean, on tient à le rappeler. Grégory Schneider. Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi il mettait une majuscule à club dans le communiqué. Normalement, c'est un pays, c'est une petite. Sinon, il a quasi tout dit. Rabiot leur a reproché de ne pas avoir bougé. Ce qui était d'ailleurs pas forcément le rôle du PSG. Il faut quand même remettre ça. Donc ils le font pour essayer de créditer le joueur tout en tirant le tapis sous ses pieds en disant au fait la sélection, t'as rien à dire. C'est ridicule. Ok. Dave, le camp d'en face ou la partie d'en face disent finalement à vouloir ménager la chèvre et le chou, on ménage personne, le message est plus clair, enfin le communiqué sert à rien. Non, pas du tout. Au contraire, il faut. C'est le principe d'une institution pour le coup d'être derrière son joueur et de le soutenir. Et là pour le coup ils le font suffisamment habilement pour pas se mettre en porte-à-faux avec la sélection. Encore une fois, je trouve qu'on a beaucoup fait de reproches à la communication du PSG. Là pour le coup ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est 2 secondes 74, Greg Schneider. Le problème c'est que c'est comme s'ils n'avaient pas fait de communiqué du tout. Ok. La preuve on en parle. Est-ce un communiqué habile de la part du Paris Saint-Germain? Dave Vapalou, oui, c'est plutôt habile. Non, pas forcément, pas du tout, illisible. De la part de Bertrand Latour et de Grégory Schneider, compte Twitter de l'équipe du soir et arbitrage. Alors là, de Bob Tari. Bob, Tu vas tout faire. eh ben voilà. Pourquoi? Il pouvait pas brûler les vaisseaux, il pouvait pas dire qu'il pouvait pas soutenir au point d'Adrien Rabiot. On a assez critiqué l'institution du PSG tout au long de cette saison. Je pense que par rapport à ce communiqué, elle soutient son joueur tout en respectant l'équipe de France, tout simplement. Moi, sur ce communiqué-là, par contre, j'ai rien à dire sur l'institution PSG. Elle est derrière son joueur et elle respecte l'équipe de France. Dis-le que tu voulais donner le point à Dave, hein, c'est Déjà, tu me respectes un peu plus. Je te respecte, mais je considère que dans ta fonction de président, t'es le pire que j'ai connu. Ne vous inquiétez pas. Non, ne touche jamais au carton. Regardez, l'institution. C'est le deuxième jaune, il me semble, pour Bertrand Latour. Oui. Maître Amphoros, on me dit quoi en régie? On me dit Maître Amphoros confirme. Le jaune se transforme en rouge pour Bertrand Latour. Bertrand, regardez, vos fans sont contents. Mettez-moi en prison. Latour en prison. Thierry Marchand, vous pensez quoi? Finalement que Paris court 2 lièvres à la fois et finalement c'est inaudible? Ou alors non? Paris était obligé de courir 2 lièvres à la fois, ménager à la fois Rabiot et l'équipe de France. Ils sont obligés de ménager Rabiot, mais en même temps, ils sont obligés de dire un peu la part de vérité. Je pense qu'ils doivent craindre énormément aujourd'hui pour la saison prochaine en Ligue 1 d'Adrien Rabiot. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question qui se pose par rapport à l'avenir d'Adrien Rabiot, on sait que pour l'instant, tant qu'il y a Deschamps, il ne sera pas en équipe de France, ça c'est une certitude. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'avenir d'Adrien Rabiot est encore en Ligue 1? On en parlera dans quelques secondes. Merci de ce teasing, Thierry. Qui gagne? Qui vous a convaincu? Est-ce Bertrand associé à Grégory Schneider ou Dave Vapalou? Ça pouvait pas durer, Bertrand. Voilà, communiqué habile du Paris Saint-Germain. La lecture de Dave Vapalou l'a emporté. Rabiot 23, sinon rien. Aujourd'hui dans l'équipe, Alain Roche, ancien directeur sportif, ancienne légende du club parisien, redoute justement ce que vient de nous raconter Thierry Marchand, les conséquences de la décision d'Adrien Rabiot sur les pelouses de Ligue 1. Il a fait même un parallèle entre Adrien Rabiot et un célèbre joueur du Paris Saint-Germain, David Ginola, après ce fameux France-Bulgarie 93. Ce parallèle, finalement, je le crains, nous confesse Alain Roche après. Il a les épaules pour supporter ça, mais David avait aussi les épaules, seulement
il n'en avait pas l'envie. Rabiot, prise à partie, tête de Turc, sifflé sur le pelouse de Ligue 1. Est-ce qu'il y a un impact ou c'est sans impact sur son avenir au Paris Saint-Germain, sur sa décision? Ça n'a pas d'impact. Pas d'impact. Ça ne doit pas avoir d'impact. Mais ça en aura. Quand tu es un grand champion et que tu te prétends l'être, je vois pas pourquoi faire face à une adversité l'amènerait à fuir. Il assume toutes les responsabilités, il le dit. Donc de se faire siffler dans un stade, c'est pas grave. Il y a eu des joueurs qui ont été, souvenez-vous, quand en 2013, Thauvin signe à Lille, ensuite il va à l'Olympique de Marseille. Il arrive, il est détesté, mais partout, il se fait insulter, mais constamment. Il arrive à Lille, il est pas loin de se faire frapper par des supporters, etc. Il n'a pas bronché une oreille. Et depuis, les années ont passé. Et maintenant, Thauvin, c'est le gars sympa qu'on aime bien. C'est juste donc, franchement, sur Rabiot, un club et l'équipe nationale. Ouais, mais il y a des joueurs qui étaient très clivants. Gignac était très clivant, il a fini par être hyper apprécié. C'est sûr qu'évidemment, la saison prochaine, Rabiot, s'il reste en Ligue 1, il va beaucoup se faire siffler. Mais il en a l'habitude. Et au Parc des Princes, il sera toujours aussi applaudi. Non, mais au Parc des Princes, mais sur tous les autres stades. Mais tu te fais toujours siffler, de toute façon, déjà par l'équipe adverse. Mais non, Adrien Rabiot se faisait pas siffler sur les stades de Ligue 1. Non, mais quand tu te déplaces à Marseille, que t'es parisien, tu te fais siffler. Quand tu vas à Lyon, les Parisiens, ils sont insultés. Enfin, comme partout, malheureusement. On parle d'une équipe, là. On parle d'un joueur. Dans quelques minutes, on reprend un débat. Si vous avez des questions à nous poser via le compte Twitter de l'équipe du soir, vous êtes les bienvenus pour faire rebondir le débat. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, avec des Bleus également qui ont été clashés. Par qui? Pas par n'importe qui, par le sélectionneur du Danemark. Vous l'avez révélé hier. On fait un débat ce soir. À tout de suite. Du débat Rabiot, sinon rien, avec peut-être quelques tweets bien sentis de nos chers téléspectateurs. Rabiot n'est pas ni Neymar, ni Mbappé, ni un très grand joueur depuis 3 mois. Il joue de moins en moins bien. Ça, c'est Bellayoun. Oui, c'est vrai, c'est un constat. Mais il y a quand même Parce que finalement, c'est la raison pour laquelle il loupe l'équipe de France, c'est son niveau. Il y a quand même des critères sportifs à prendre en compte. Moi, je suis désolé, sur uniquement les critères sportifs, la présence d'Adrien Rabiot n'était pas acquise dans les 23. Pourquoi? Il y a différentes raisons. La première explication, ça peut être le fait que sur les 6 sélections de tête qu'il a en équipe de France, il a rarement été ne serait-ce que moyen, il a souvent été mauvais. Voilà. La deuxième chose, c'est que sa déclaration sur... disons que l'investissement qu'il prouvait en équipe de France, là où il devait faire sa place, je ne l'ai jamais trouvé transcendé par le maillot bleu. Et surtout la troisième, c'est que tout au long de la saison quasiment, jusqu'à ce qu'il sente que le vent du boulet commençait à arriver, il refusait de jouer numéro 6 au Paris Saint-Germain, poste où on te demande une doublure à N'Golo Kanté. Donc si tu n'as pas envie de jouer à ce poste ou que tu ne te sens pas capable de jouer à ce poste-là au PSG, pourquoi est-ce que tu pourrais le faire en équipe de France? Donc tu prends Yannick qui a fait une très bonne saison, qui n'est pas un baltringue. Yannick Boutier, téléspectateur, et vous a dit, vous prend au mot, il vous a entendu juste avant la pause. Vous êtes très sûr de vous en disant qu'il ne sera pas sifflé au Parc? Il y a des supporters qui ne comprennent pas son choix. Je pense que ce monsieur a raison. Oui, voilà. Oui, je pense que ce monsieur a raison. Il y a des non, mais tu prends. Il ne sera pas sifflé au Parc. Ah oui. On verra au mois d'août. Non, mais je dis pas qu'il sera sifflé par tout le Parc, mais je pense qu'il y a des gens, comme je dis ce monsieur, qui comprennent pas ce choix. Oui, effectivement. Bien sûr. Je m'interroge quand même. Pourquoi on le siffle? Pourquoi on va le siffler, Rabiot? Il fait ce qu'il veut, non? Il assume, il a assumé, la lettre, il assume, oui. Il assume. Pourquoi on le siffle? L'équipe de France, il a le rapport à l'équipe de France qu'il a envie. Non mais, après, il y a quelque chose qui m'émerveille. Ce serait une interprétation du public. Le public désapprouverait le choix de Rabiot, désapprouve le choix de Rabiot, et la manière pour un public de le montrer, c'est de siffler. Je ne dis pas que c'est bien ou non. Mais de montrer qu'on n'est pas d'accord avec toi. Je trouve quand même. Tu te souviens en 2006 quand Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester après avoir provoqué l'expulsion de Wayne Rooney à la Coupe du Monde? Est-ce que tu te souviens comment il a été accueilli? Alors certes, c'était pas un Anglais, mais je peux te dire qu'il a morflé pendant des semaines et des semaines. Et c'est à ce moment-là que s'est initié son transfert au Real Madrid. C'est à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que sur le cas Rabiot, en fait, j'ai l'impression que les gens estiment que le fait qu'il aille en équipe de France est un dû, comme s'il devait aller sous les drapeaux, comme si le foot était la guerre, comme si c'était une sorte de truc patriotique qu'il fallait satisfaire. Ce sentiment-là, Rabiot fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire, il peut dire oui, il peut dire non. Couper, par exemple, adorait ça, et c'était son choix. Mais lui dit qu'il adore, puisque ça fait toujours été en sélection. Mais j'ai l'impression que dans la tête des gens... Juste une remarque, quand même. Ce sera la remarque de fin. Écoutez-moi, remarque de fin. Je suis complètement d'accord avec ce que tu accordes comme liberté à Rabiot.
Maintenant, tu peux pas empêcher les gens qui, eux, ont un attachement viscéral à l'équipe de France. C'est bien quelque chose qui est rassembleur dans ce pays. C'est l'équipe de France et ça l'est redevenu après ce qu'on a connu il y a 7 ou 8 ans. Donc ça veut dire que ces gens-là qui ont l'impression qu'en faisant ce genre en ayant ce genre d'attitude, c'est une résurgence un petit peu de ce qu'ils voulaient oublier. Tu peux pas leur enlever le droit de le sanctionner par des sifflets ou des choses comme ça. Les Bleus, c'est peut-être dur, mais les Bleus clashés. Dans un mois et un jour, l'équipe de France affronte le Danemark à la Coupe du Monde en Russie. Son sélectionneur danois a passé à la moulinette les Bleus. Pour lui, ce n'est pas une équipe. Regardez extrait. Les grandes nations présentes à la Coupe du Monde sont les meilleures, mais pas la France. Je ne crois pas à cette équipe. Nous allons la rencontrer. Je veux bien être damné si on ne lui donne pas du fil à retordre. Je l'ai vu contre la Suède à Stockholm et je ne pense pas qu'elle ait montré quoi que ce soit de spécial. Oui, ils ont du talent, mais ils doivent fonctionner comme une équipe. Or, chacun de ces joueurs va surtout avoir envie de briller sur un plan personnel. En tant qu'équipe, l'équipe de France a parfois échoué. Quand ça s'est bien passé, c'est parce qu'elle avait un grand joueur pour la diriger, comme Zidane, qui maintenant le collectif. Elle n'a pas un joueur de ce genre en ce moment. Est-ce que quand elle est? Non. Paul Pogba, lui, a des hauts et des bas. Il a joué avec des cheveux bleus, blancs. Quand il affrontait Manchester City, contre nous, il jouera sûrement avec les cheveux rouges et blancs alors. Bon sang, il se soucie tellement de son apparence et signé Hareide, sélectionneur du Danemark. Il a envoyé sur la coiffure. Vous retenez quoi, mes amis? Le constat du sélectionneur, un peu brut de décoffrage sur le jeu de l'équipe de France et ses manquements, ou plutôt sa faute de com. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel. Thierry, c'est le constat, la tour étant la faute de com. Thierry, un constat. Bertrand, la faute de com. Bertrand, vous êtes chaud patate ce soir, la faute de com, on y va. Ouais, je trouve la déclaration extrêmement surprenante. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Là, le propos est tellement excessif que ça en devient complètement dérisoire. C'est le fait d'insister sur la couleur de cheveux de Paul Pogba. Oui, Paul Pogba, depuis toujours, il a des coupes de cheveux excentriques. Ça n'empêche pas d'être un très bon joueur de foot, d'avoir été excellent contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Effectivement, la France n'est pas la meilleure équipe du monde, mais la France est une grande nation du football. Ce qu'il conteste, la France a gagné la Coupe du Monde. Au passage, je crois que les Danois, ils ont encore jamais gagné la Coupe du Monde, mais ils la gagnent en toute cette année. Constat. Non, ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, ils ont gagné l'Euro quand même, les Danois. 92. Oui, mais la France c'était en 98, donc ça date pas d'hier non plus. Non, mais je trouve qu'il est. Alors d'abord, il est très gonflé. Je le trouve vraiment gonflé à 3 semaines d'affronter, à 1 mois d'affronter une équipe, de balancer ça. Et il énonce quand même quelques vérités au passage, je trouve. Alors il y a des faits, la couleur des cheveux de Pogba, on en pense qu'on veut. Mais il dénonce en fait toutes les petites fautes de goût et tout ce qui manque à mon avis à l'équipe de France, c'est-à-dire de se comporter dans une véritable équipe, d'avoir vraiment du caractère, ce qu'on n'a pas vu par exemple contre le Luxembourg et d'autres. J'attends de voir, mais c'est intéressant. Constat, faute de com, constat contre Twitter de l'équipe du soir, constat pour Thierry, faute de com pour Bertrand. Et vous, mon cher président? Thierry. Faute de com? Faute de com, ouais. Pourquoi? Oh, merci Bob. Alors, je pense que Didier Deschamps a un levier tout trouvé. Il photocopie ça. Pour, voilà, photocopie, tu mets ça, t'es tranquille. Après, je suis pour qu'on attaque les joueurs sur l'aspect footballistique pur. Mais moi, ce que je supporte pas, c'est quand on attaque les hommes. Paul Pogba, il fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Tant qu'il est bon sur le terrain, qu'on le critique sur le terrain, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'on le critique sur le terrain, c'est un joueur de football. Qu'il ait les cheveux rouges, verts ou jaunes, on s'en fout. Je veux dire, c'est facile d'attaquer un homme, il ne le connaît pas. C'est du deuxième degré. Voilà, mais même, ça se dit pas. Enfin, moi, j'apprécie pas. C'est facile, ça. Il parle de Kanté, c'est facile. il a voilà. jamais été question N'Golo Kanté joue à Chelsea, c'est un vrai joueur de football, c'est un grand joueur de football. Je suis désolé. Alors, moi, j'espère juste que les Bleus vont les déchirer une bonne fois pour toutes, et comme ça il va se taire, et ils iront le voir, ils nous diront, et j'espère que Paul Pogba il fera une vraie coupe de cheveux, qu'il ira le voir, qu'il ira demander de lui gratter son crâne. Il va le faire. Didier Deschamps sur RMC a réagi aujourd'hui. Ah bon, il a dit, il a le droit de le dire. Chacun est libre de ses propos. Il devait se marrer. Hein. Est-ce que c'est déplacé? Je ne sais pas, pense. Qu'est-ce qui est déplacé aujourd'hui? Je le connais un peu. On se verra au 3e match de poule. Il assume ses propos. Lui aussi, personnellement, je ne dirais pas la même chose de son équipe. Ça, c'est certain. Grégory Schneider? Il y en a un qui n'est pas robinet d'eau tiède et l'autre si. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il dit c'est sa liberté de parler. Il dit en plus des choses que la France a des manques collectifs. On a quand même fait juste 40 débats ici cette année pour le dire. Mais je trouve qu'il est un peu ethnocentré. C'est-à-dire qu'il se fixe. Il est danois, donc pays protestant, il faut être discret, il faut être
Donc quelque part, Pogba, il comprend pas. Or, il devrait faire l'effort de se dire, il y a des gens qui sont différents, Pogba aime bien exister comme ça. La France, je vais terminer, la France a effectivement, je vais terminer, la France a effectivement... Non, mais avant qu'il aille plus loin, il a Niklas Bentner dans son équipe qui est 10 fois pire que Pogba, alors dis pas de conneries, je peux pas te laisser dire des conneries. Bentner, il se trimballe à la sortie des boîtes de nuit, il baisse son pantalon et il est bourré. Je vais répondre à Thierry Marchand parce que j'allais parler de Bentner, le sélectionneur danois n'a jamais dit Bentner c'est bien. Ce que je veux dire, c'est je répète toujours la même chose, c'est qu'il voit midi à sa porte. Donc, effectivement, le foot français a une culture plus individualiste, et ça, il pourrait en tenir compte quand il parle de nous. Pogba est le joueur qu'il est, et il pourrait en tenir compte. Je trouve qu'il voit un petit peu le foot comme le voit un Danois. Ouais, mais voilà, c'est ça que évidemment, il va pas le voir comme un Français. Je marche dans le sillon tracé par Bertrand Latour, et je vais faire juste un petit détour. Hier, on vous a diffusé hier ou avant-hier d'ailleurs, ce document de la Fédération française de football. La lettre de Laurent Koscielny, blessé, qui ne fera pas le mondial. On a eu un débat sur cette lettre et puis on a vu cette petite séquence tournée donc dans le cadre de Clairefontaine où vous allez voir les joueurs découvrent cette lettre et Didier Deschamps lance quelques petits messages. Je vous ai fait passer une lettre de Laurent Koscielny, comme vous le savez, qui s'est gravement blessé, qui lui a connu 2014-2016. Prenez le temps de le lire, il y a beaucoup de mots qui sont important par rapport à l'état d'esprit. La vérité, c'est le terrain, c'est comment on y va et ensemble. Voilà cette piqûre de rappel liée également au constat. J'ai l'impression qu'ils font les mêmes constats, mais là, le levier donné par le sélectionneur danois est fantastique. Oui, bien sûr que c'est fantastique, et ça à la limite, mais là où je rejoins Thierry, c'est que la faute de com, elle y est, allez, admettons, et encore, parce que c'est vraiment une faute de com. Non, la faute de com pour un levier, voilà, pour un levier, moi je pars du principe que de toute façon, en Coupe du Monde, t'as pas besoin d'être motivé par l'adversaire. S'ils sont pas motivés d'eux-mêmes, il y a un souci. Et c'est le troisième match aussi. Voilà, donc je pense qu'il est un petit peu prudent aussi. Quand il le fait, il sait qu'il va jouer peut-être une équipe de France qui sera en rotation. Par contre, ce que ça me dit, et c'est qu'une hypothèse, c'est que l'équipe de France fait moins peur. C'est-à-dire que, exactement. C'est-à-dire que la même équipe qui sortait de la demi-finale de l'Euro en ayant battu l'Allemagne, en ayant échoué de ça contre le Portugal, qui peut-être à un moment même bat l'Allemagne, au fait match nul contre l'Allemagne en Allemagne, avec une démonstration de force, on a l'impression que cette espèce d'aura-là qu'ils avaient, elle s'est un petit peu envolée. Ça dépend qui, franchement. Moi de la fin, Julian Draxler, qui est quand même champion du monde avec l'Allemagne, il joue en France, qui est dans une grosse équipe. Mais il joue en France. Ah bah bon, il joue en France, il est pas stupide. Il va pas dire les bleus, c'est des pipasses. En privé. C'est pas des déclarations faites à France Football. Évidemment, si tu parles à France Football, tu vas pas dire l'équipe de France c'est des chèvres. Même en privé, t'es bien qu'ils le disent en français. Les bleus, c'est très très fort. Bertrand Latour est un ami intime de Julian Draxler. Merci de le souligner. Bertrand, faute de com. Plutôt un constat intéressant en tout cas de Thierry Marchand. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est 58-42, hein. 58-42, hein, on y va. Mais grâce à l'impulsion donnée par Mokhtar. Mes amis, Mathieu Grégoire, correspondant permanent donc au journal de l'équipe du côté de l'Olympique de Marseille, est en notre compagnie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. L'OM rate Fellaini. On a évidemment découvert cette info, tout d'abord avec surprise. Fellaini c'était pas mal et puis finalement on a appris que c'était un peu cher et que finalement le projet d'enrôler Fellaini a été abandonné. Il demandait combien Marouane ? Alors, je ne sais pas exactement, mon cher Olivier, mais il demandait beaucoup trop. Il faut savoir que Marouane Fellaini est libre de tout contrat au 30 juin. Son bail avec Manchester United est expiré. Donc, il fait monter un peu les enchères pour savoir où il finira l'année prochaine. On sait qu'il y a Monaco, Paris, l'AS Roma et d'autres qui se sont intéressés à son cas, Liverpool aussi. Et Marseille, ça ne coûte rien à essayer de regarder. Mais voilà, c'était trop cher. Et par rapport à l'Atlético Madrid ou Manchester United aussi qui va revenir sur lui, c'était pas assez. Il y avait également, je crois, le Milan, me souffle Thierry Marchand. On avait fait des débats cette semaine avec la sortie du président Euro qui allait avoir un montant, une enveloppe significative, mais il nous a pas donné ce montant significatif. Vous avez fait vos calculs. Il a combien dans sa besace, dans son porte-monnaie pour dépenser Jacques-Henri Hérault ? On a fait aussi les calculs avec ce qui restait de l'an dernier. Donc je pense qu'on peut être sur une somme de 30 à 40 millions. Mais il faut savoir que Marseille, ils sont sur de l'opportunité.
ils vont foncer là où ils peuvent faire une bonne affaire, par exemple sur un Balotelli, ou là, s'il y avait eu la possibilité, un Fellaini. Donc ils vont calculer en fonction de leur choix sportif, de leurs priorités sportives, de leur enveloppe, et aussi, ils devront quand même faire de la place dans leur masse salariale et commencer à dégraisser. Donc ils peuvent avoir une enveloppe, et en même temps, il faut faire de la place sur les Bedimo, les Certic, les Doria, les Ubochan, etc., qui prennent beaucoup de place pour un club qui n'est pas en Ligue des Champions. Il faut savoir qu'un Aymen Abdenour aujourd'hui, c'est quand même encore 250 000 euros par mois. C'est énorme. Avec ça, si vous commencez à dégager un petit peu de masse, vous pouvez faire venir des joueurs intéressants. Hier, ce qu'on a retenu dans l'actualité, c'est que Florian Thauvin a un peu ouvert la porte à peut-être un départ de l'Olympique de Marseille, car il souhaiterait jouer la Ligue des Champions. Vous avez évidemment un peu l'oreille du club. Le club est prêt à lui ouvrir un peu la porte? Alors le club ne se fait aucune inquiétude sur Florian Thauvin, à moins qu'il marque un doublé à chaque match pendant la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les offres, elles sont assez rares. Et même à 35-40 millions d'euros, l'OM ne sera pas forcément en désir de vendre ce joueur-là, alors qu'ils ont d'autres valeurs marchandes, type Anguissa ou Sanson. Donc on pense que plutôt Florian Thauvin est dans une logique de revalorisation salariale. Il a fait une saison assez étonnante, donc de valoriser cette belle saison et de demander un peu plus un salaire qui se rapprochait de Dimitri Payet. Aujourd'hui, à l'OM, la crainte, s'il y a une petite inquiétude, elle est sur Luis Gustavo, parce qu'après la saison qu'il a faite, on s'inquiète un petit peu de savoir s'il va pas vouloir être débauché par un club qui dispute la Ligue des Champions, parce que Gustavo, il a une vraie cote après cette belle saison. C'était Mathieu Grégoire en direct de Marseille, en direct dans l'équipe du soir. Merci beaucoup, vous passerez le bonjour à Lamine Abilgeli qui passe quelques jours de repos bien mérités du côté de Marseille. Genesio reste hier. Jean-Michel Aulas nous a confirmé que Bruno Genesio resterait l'entraîneur la saison prochaine. Attention, il y a une nuance. Genesio est confirmé, pas prolongé. Extrait. Alors, j'ai expliqué que le comité de gestion allait proposer à l'unanimité au conseil d'administration de faire en sorte qu'il soit confirmé. Et on aura, mais on va le discuter avec Bruno et ses adjoints, une prolongation, mais qui sera assortie au résultat de l'année prochaine. Donc pour le moment, c'est une confirmation. Il était sous contrat, mais c'est avec l'idée, si on continue de s'améliorer, de pouvoir effectivement prolonger dans le futur. Genesio confirmé, pas prolongé. Est-ce une décision qui fragilise Bruno Genesio? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel, une nouvelle fois. Dave Apadou, Thierry Marchand. Oui, qui commence chez Lapadou Marchand? Thierry prend la main. Non pour Bertrand Latour et Greg Schneider. Qui prend la main? Vas-y. Merci. Ok. Thierry, vous ouvrez le bal. Oui. Oui, oui, forcément ça le fragile, parce que le fait de ne pas être prolongé veut dire qu'il y a quand même un doute par rapport à Bruno Genesio. Il y a un vrai doute. Le vrai doute, il n'est pas par rapport au championnat, on le sait, il est par rapport à la Coupe d'Europe. Ça fait 2 fois où on les attend en finale, quelque part, les 2 fois en Europa League, et les 2 fois où ça va pas plus loin qu'un quart ou d'une demi-finale. Donc là, il y a une vraie question à se poser par rapport à ce niveau-là. On sait tous que Bruno Genesio est capable de viser une des 3 premières places en Ligue 1, mais est-ce qu'il est capable d'aller plus loin? C'est le doute, et c'est pour ça qu'il n'est pas prolongé. Bertrand Latour. Non, je crois pas que ça le fragilise. Au contraire, il était question peut-être qu'il soit pas reconduit. Il l'est finalement, parce que les objectifs sont atteints. Jean-Michel Aulas lui fait une confiance aveugle. Très franchement, il l'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles. L'an passé, il y avait eu quand même une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est à mettre à son crédit également. Je crois pas que ça puisse être considéré comme un échec. Et s'il avait prolongé, les gens qui ont des doutes à son sujet auraient également dit de toute façon, c'est pas parce que l'entraîneur prolonge qu'il peut pas se faire virer. Exemple blanc notamment avec le Paris Saint-Germain. Donc non, je pense que Genesio n'est pas fragilisé du tout. Ok. Vous avez haussé les yeux au ciel sur l'argumentaire de Bertrand Latour. Oui, c'est sur la confiance aveugle. Qu'est-ce que ce sera quand ce sera de la défiance, dites donc? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste le droit en fait de terminer son contrat. Une vraie marque de confiance, ça voudrait dire, en fait, on prend en toi, on sent que tu as le niveau, tu as gagné le droit finalement d'aller plus loin que ce qui était prévu. Là, non, en fait, c'est juste, tu as le droit de terminer ton contrat. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année prochaine, par exemple, si ça tourne mal, ce sera pas très très cher finalement de le virer, de finir son contrat. C'est exactement ça que ça veut dire. Si moi je l'ai décodé, vous parlez bien que les joueurs l'ont décodé aussi. Donc évidemment qu'il est fragilisé. Greg Schneider, 28 secondes, 91 centièmes. Les joueurs ont tous rendu hommage à Genesio. Faut pas oublier cette fichue banderole qu'il y a eu lors du dernier match au Parc
Marc OL où en fait les supporters ou une partie des supporters ne voulaient plus de Genesio. Donc en fait le confirmer, s'il l'avait prolongé, ça aurait aussi été un peu une provocation par rapport à eux, et Aulas il est comptable un peu de tous les équilibres. Donc il lui a donné, il le confirme, il pourra le prolonger après s'il a envie. Ce que je veux dire c'est qu'entre Aulas et Genesio, il y en a un qui coupe les oignons, l'autre qui pleure. Hein. Ils sont totalement raccords sur tout. On n'a jamais pu enfoncer un coin entre les deux. À mon avis c'est habile, il donne du temps au temps, on va y arriver tranquillement. Oh, ok, Greg Schneider. Mais ce qu'a fait Greg là sur le... Ça, c'est oui, parce qu'en plus, les 15 quand on est obligé de commenter, c'est pas bon signe quand même. Pas du tout, on est là pour commenter, c'est ce qu'on fait. Je trouve là, ce qu'il a fait là, Bob, je pense que tu l'as perçu aussi. Vous avez envie d'aller en tôle encore? Non, pas du tout. Bertrand, Greg, non, c'est pas forcément une fragilisation de Bruno Genesio. Un petit peu quand même du côté de Thierry Marchand et Dave Lapadou, compte Twitter de l'équipe du soir. Président Tari, franchement, c'est à vous. Je suis sûr qu'on a raison. Et je donne le point à Dave et à Thierry. Et voilà. Tout simplement parce que je pense que le fait de leur avoir proposé une prolongation, ça aurait été une marque de confiance. Évidemment. Tout simplement. Et que même s'il a fait une très très bonne saison, moi je pense qu'il méritait d'avoir une prolongation dans ce club pour continuer le cycle qu'il met en place. Tout simplement. Voilà. En ne prolongeant pas Bruno Genesio, Lyon pense peut-être qu'à la durée de vie d'un coach à Lyon, sous Jean-Michel Aulas, ça ne dure que 4 ans. Voilà. Il est arrivé en 2015, il partira en 2019. Est-ce que ça aussi, c'est... Vous avez dit que Jean-Michel Aulas anticipe un peu toutes les données, la liée également de l'usure. Voilà, l'usure d'un coach. C'est pas impossible, mais je trouve que les coachs à Lyon, c'est un peu particulier. Pour Genesio, c'est un peu particulier. C'est un mec du club, c'est pas un type qui vient de l'extérieur. Donc son degré d'usure, dans ces cas-là, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il est au club. Donc le degré d'usure, il faut le calculer sur 15 ans et peut-être pas sur 4. Attention. Non mais je veux dire, c'est entendu dire que depuis qu'il a l'équipe première, sa vie a complètement changé. Oui, c'est vrai. Il en a parlé d'ailleurs. Mais il a réussi quand même des sacrés trucs. Faire rentrer deux pailles dans un cadre collectif, j'étais le premier à penser qu'il réussit. Que personne. Tout le monde reconnaît qu'il a réussi. Bien sûr. Et en plus, il a parce que faut pas oublier, on lui a mis un milieu de terrain avec 3 jeunes qui devaient valoriser. Donc tout ça, c'est un coup en point de mettre des jeunes. Il a assumé, il a toujours été corporate. Mais nous, on est d'accord avec ça. Voilà, moi je trouve que il a apprécié des joueurs. Et il a apprécié des joueurs. Manifestement, il a apprécié des joueurs. Et toujours attentif au retour vestiaire parce que c'est la question. Donc vous êtes en train de m'expliquer que il a réussi sportivement, il a le soutien des joueurs. Et Jean-Michel Aulas le problème. Oui, parce qu'il manque le verdict, mes amis. Le verdict, c'est parti. Et Bob Tari va juste conclure cette discussion. Marchand, Padoue, 62. Monsieur, ça brûle. Ce que j'apprécie chez Genesio, indépendamment de l'entraîneur, c'est l'aspect dans lequel il a managé son équipe tout au long de cette saison. Sans éclat, sans faire de bruit, et ça montre le bonhomme que c'est. Franchement.